Les éternels étrangers. L'Europe a mis plusieurs siècles pour sortir des querelles religieuses. Elle a progressivement mis en place un système politique échappant à la tutelle du clergé, développé le savoir, élevé le niveau d'éducation des masses, produit des normes juridiques pour encadrer la vie sociale et organiser les relations entre les individus de différentes obédiences religieuses. La somme de ces actions de transformation des mentalités et du cadre de vie a donné le monde moderne. Alors qu'elle croyait avoir laissé loin derrière elle ce sujet, la voilà obligée de le rouvrir pour réfléchir à la place des musulmans parmi leurs autres ressortissants. Le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme et l'animisme ont marché de pair avec la modernité, tandis que l'islam continue son chemin en faisant tout son possible pour contourner la modernité. Il erre seul, sans but et sans projet parmi les nations pacifiées et travailleuses qui cherchent leur bonheur dans le savoir, la maîtrise technologique et le développement. Cela fait un bon bout de temps que l'ambiance n'est plus bonne en France pour les immigrés maghrébins et les Français de confession musulmane, blancs ou noirs. Jusqu'au début des années 80, on pouvait se rendre dans ce pays sans visa et la législation sur le séjour, le travail et les études était très souple pour les Maghrébins et les Algériens en particulier en vertu des accords d'Évian. On y allait avec les œillères que porte naturellement tout candidat à l'immigration. On y venait avec les idées reçues sur les différences distinguant un musulman d'un non-musulman, à savoir qu'on est plus religieux que les Occidentaux, que ces derniers ont renoncé à leur foi, qu'ils sont individualistes, qu'ils abandonnent leurs parents devenus vieux à l'hospice et autres préjugés. À la veille de leur départ, l'entourage des partants pensait plus à les vacciner contre les vices moraux, entre guillemets, que contre les maladies. Les parents, la famille, les amis menaient auprès d'eux une véritable campagne de prophylaxie morale, multipliant conseils et mises en garde. En même temps qu'on emballait leurs affaires dans une grosse valise, on leur fagotait un gros ballot d'idées approximatives sur l'Occident et les non-musulmans. On leur recommandait de regarder jalousement les traditions du pays, de ne pas exposer leur âme à la tentation, de veiller par-dessus tout à leur foi, qui sera leur meilleur rempart dans l'exil. Ceux qui partaient pour travailler devaient envoyer ou ramener de l'argent, et ceux qui s'y rendaient pour étudier revenir avec des diplômes qui leur ouvriraient de belles carrières chez eux. Les migrants arrivaient donc en France ou dans le pays européen choisi, chargés de prévention envers cette civilisation décrite comme matérialiste, égoïste et déclinante. Elle n'avait à offrir que des diplômes et de l'emploi dans ses universités, ses usines, ses chantiers ou ses champs. Pendant les premiers mois qui suivaient son arrivée, il était constamment sur ses gardes. Plus que son portefeuille, il craignait qu'on lui vole son âme. Il devait faire attention à ce qu'il mangeait, observer le jeûne du Ramadan et ne fréquenter que ses compatriotes ou ses coreligionnaires. Ces préjugés véhiculés inconsciemment et innocemment par des générations d'émigrés ont été donnés en héritage à leurs enfants qui deviendront les beurs, entre guillemets, les beurs des banlieues élevés entre deux mondes, deux cultures, deux visions du monde, deux allégeances, deux nationalités. Leur passeport français avec un nom arabe était une étrangeté aux postes frontières de leur pays d'adoption et de leur pays d'origine. Il leur valait souvent des remarques désobligeantes des deux côtés, presque traîtres dans le pays de leurs parents, faux français en France. C'est dans ce terreau fertile en contradictions et déchirements que s'est formé l'islamisme français. Il a en outre coïncidé avec le déclin de l'économie française depuis la fin des années 70, ravivant le racisme et les discriminations dans l'emploi.